Bonjour et bienvenue pour cette seconde séance d'exercice sur la modélisation des actions s'appliquant sur un système. Dans cette séance, nous allons nous concentrer sur le calcul de force d'attraction gravitationnelle au travers de ces 4 exercices. Donc, je vous encourage à télécharger ces exercices dans la description de la vidéo et à tenter de les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Commençons par un premier exercice qui va nous permettre de réfléchir sur la différence entre la force d'interaction gravitationnelle et le poids. Donc pour ces exercices sur les forces d'attraction gravitationnelles, vous aurez toujours beaucoup de données pour pouvoir appliquer la formule des forces gravitationnelles justement. Mais commençons par la première question où on vous demande ce qu'il aurait fallu modifier sur cette brochure. Donc sur cette brochure, le constructeur il annonce que le poids à vide de la voiture il est de 1185 kg. Or le poids, c'est une force qui va s'exprimer en newtons. Ce que le constructeur nous indique sur la brochure, c'est en réalité la masse de la voiture, qui est de 1185 kg lorsqu'elle est vide. Il aurait donc fallu écrire masse et non poids. Seconde question, on souhaite maintenant calculer le poids de cette voiture. Donc une force qui va dépendre de la masse du système, mais aussi de l'intensité de pesanteur sur Terre, puisque le magasin de voitures se trouve sur Terre. Et pour calculer le poids, il faut utiliser la relation P est égal à M fois G, avec petit g l'intensité de pesanteur locale et M la masse de la voiture en kilogrammes. Le poids de notre voiture, il est donc égal sur Terre à 1185 fois 9,80, ce qui nous donne 1,16 fois 10 puissance 4 newtons. Nous écrirons ici le résultat en notation scientifique avec 3 chiffres significatifs, puisque l'intensité de pesanteur nous est donnée également avec 3 chiffres significatifs. Passons à la troisième question, où on nous demande à présent de calculer la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la voiture. Donc pour la force gravitationnelle, ici, au lieu d'avoir deux astres, nous avons deux systèmes, la Terre et la voiture. Nous connaissons leurs masses respectives et nous allons bien être en mesure d'appliquer la formule, puisque nous connaissons également la distance qui sépare le centre de gravité des deux systèmes. En effet, entre le centre de la voiture et le centre de la Terre, il y a 6387 km, puisque la Terre a un rayon de 6387 km. Attention toutefois, ici dans cette relation, la distance elle doit être exprimée en mètres. Il nous faut donc convertir le rayon de la Terre en mètres. Et 6,387 fois 10 puissance 3 km, cela nous donne 6,387 fois 10 puissance 6 mètres. Nous pouvons donc passer à l'application numérique en remplaçant la constante d'interaction gravitationnelle grand G par sa valeur, la masse de la Terre par 5,98 fois 10 puissance 24, la masse de la voiture par 1185, et enfin on n'oublie pas de mettre notre distance au carré. Ceux qui savent bien se servir de leur calculatrice scientifique trouveront alors 1,16 fois 10 puissance 4 newtons. On laissera de nouveau 3 chiffres significatifs pour répondre avec la même précision que les données de l'exercice. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de leurs résultats ou qui n'ont tout simplement pas de calculatrice scientifique entre les mains, ils peuvent vérifier en détaillant le calcul et en appliquant les formules mathématiques sur les puissances de 10. Ici, pour le dénominateur, nous avons 6,387 au carré qui nous donnera 40,8, tandis que 10 puissance 6 au carré nous donnera 10 puissance 12. Étant donné que 10 puissance a à la puissance b, cela nous donne 10 puissance a fois b. On peut ensuite séparer les nombres décimaux à gauche et les puissances de 10 à droite pour pouvoir continuer le calcul. Et si on s'intéresse aux puissances de 10, que l'on va pouvoir simplifier jusqu'au bout, nous avons au numérateur 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24, qui nous donnera 10 à la puissance 13, étant donné que 10 puissance a fois 10 puissance b, cela nous donne 10 puissance a plus b. Et on se retrouve finalement avec 10 puissance 13 sur 10 puissance 12, ce qui nous donnera 10 puissance 1. Étant donné que 10 à la puissance a sur 10 à la puissance b, ça vaut 10 puissance a moins b. Nous pouvons donc taper sur une calculatrice non scientifique 6,67 fois 5,98 fois 1185 divisé par 40,8 pour obtenir 1158 que nous devons toujours multiplier par 10 puissance 1. Et finalement, si nous voulons écrire ce résultat en écriture scientifique et en ne laissant que 3 chiffres significatifs, nous obtenons bien 1,16
fois 10 puissance 4 newtons. Nous avons en effet décalé notre virgule de 3 crans vers la gauche et nous devons donc augmenter l'exposant de notre puissance de 10 de 3. Donc on a trouvé bien le même résultat que sur la calculatrice scientifique. On nous demande ensuite de comparer les deux valeurs obtenues pour le poids à la question 2 et pour la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la voiture à la question 3. Ces deux valeurs sont finalement égales, étant donné que le poids de la voiture, c'est bien l'action à distance qu'exerce le centre de la Terre sur la voiture. Elle correspond donc bien à la force d'attraction exercée par la Terre sur la voiture. Pour la question suivante, on nous demande à nouveau de calculer le poids de la voiture, mais cette fois-ci sur la Lune, où l'intensité de pesanteur est cette fois-ci de 1,62 Newton par kilogramme. Nous appliquons donc la relation P est égal à mg, avec m la masse de la voiture, constante en tout lieu, et l'intensité de pesanteur, petit g, qui vaut cette fois 1,62. Nous obtenons alors un poids de 1,92 fois 10 puissance 3 newton, bien inférieur au poids de la voiture sur la Terre donc. Enfin, pour la dernière question, on nous donne une relation qui permet de calculer l'intensité de pesanteur locale sur un astre. Donc petit g qui est égal à grand G fois la masse de l'astre divisé par son rayon au carré. On nous demande, grâce à cette formule, de trouver la taille de la Lune. Nous allons donc chercher quel est en fait le rayon de la Lune, et cela tombe bien puisque nous connaissons toutes les autres valeurs. Il va donc nous suffire d'isoler le rayon dans cette formule. Le petit g de l'astre se retrouvera ainsi au dénominateur puisqu'il échange de place avec le rayon au carré. Passons à l'application numérique. Nous connaissons le grand G, la constante de gravitation universelle, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11, que nous multiplions par la masse de la Lune, 7,36 fois 10 puissance 22, et que nous divisons par l'intensité de pesanteur locale sur la Lune, donc de 1,62. Vous pouvez directement taper le calcul sur votre calculatrice scientifique si vous êtes à l'aise avec, ou détailler le calcul en séparant les nombres et les puissances de 10, comme ici, ce qui est toujours bon pour faire de la vérification. Dans tous les cas, vous devez trouver 3,03 fois 10 puissance 12 pour le rayon de la Lune au carré. Et pour avoir une idée de la taille de la Lune, il nous faut donner la valeur du rayon et non du rayon au carré. On va donc chercher quelle est la racine carrée de 3,03 fois 10 puissance 12. Et on trouve finalement que la Lune, c'est un astre qui mesure 1,74 fois 10 puissance 6 mètres de rayon. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr que la valeur que nous venons de trouver pour le rayon s'exprime bien en mètres et non en kilomètres? On peut le vérifier à l'aide d'une petite analyse dimensionnelle, comme nous avions fait dans le cours. En effet, si le rayon il est isolé, de l'autre côté de l'équation, nous avons des newtons mètre carré kilogramme puissance moins 2 pour le grand G, multiplié à des kilogrammes pour la masse, et au dénominateur, nous avons des newtons par kilogramme pour l'intensité locale de pesanteur. Nous pouvons donc déjà simplifier en retirant les newtons présents au numérateur et au dénominateur pour trouver des mètres au carré fois des kilogrammes puissance moins 2 fois des kilogrammes divisé par des kilogrammes puissance moins 1. Les kilogrammes vont donc finalement s'en aller puisque des kilogrammes moins 2 fois des kilogrammes, cela nous donne des kilogrammes moins 1 et que nous avons ainsi la même chose au numérateur et au dénominateur. Il ne nous reste plus que des mètres au carré pour le rayon au carré. La valeur que nous avons obtenue donc pour le rayon de la Lune, elle est bien en mètres. Et pour avoir une idée un petit peu plus précise, cette valeur, elle correspond en fait à 1740 km pour le rayon de la Lune. Ou encore, on peut dire que la Lune, c'est un astre qui mesure 3480 km de diamètre. Passons au second exercice, un peu plus classique sur les interactions gravitationnelles, avec cette fois-ci une série de 7 questions sur les forces exercées entre Jupiter et un de ses satellites que l'on appelle Io. Pour la première question, il faut calculer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce Jupiter sur Io. La formule vous est d'ailleurs rappelée dans l'énoncé et vous avez toutes les données permettant de l'appliquer, y compris la distance entre le centre des deux astres qui vous est cette fois donnée comme le rayon orbital. En effet, on vous dit bien que le rayon orbital d'un satellite, de Io en l'occurrence, c'est la distance séparant son centre de celui de la planète autour de laquelle il gravite, à savoir Jupiter ici. Et si on fait un petit schéma, on se rend bien compte que ce rayon orbital, il correspond bien à notre distance petit d qui sépare le centre des deux astres.
Attention, comme toujours dans cette formule, les masses sont en kilogrammes, et elles sont d'ailleurs directement données en kilogrammes dans l'énoncé, mais la distance, elle est en mètres. Et souvent, elle est donnée en kilomètres dans l'énoncé, étant donné qu'il s'agit d'une très grande distance. Il faut donc convertir cette distance avant de commencer l'exercice. Il suffit finalement d'ajouter 3 à l'exposant de notre puissance de 10, puisqu'un kilomètre, c'est 10 puissance 3 mètres. Notre distance entre les deux astres, elle est donc de 4,21 fois 10 puissance 8 mètres. On peut maintenant passer à l'application numérique, et si l'on rentre bien ces valeurs sur la calculatrice scientifique, et que l'on n'oublie pas de mettre la distance au carré, on obtient une force d'attraction exercée par Jupiter sur Io de 6,4 fois 10 puissance 22 newtons. Cette fois-ci, nous avons quelques données dans l'exercice qui nous sont fournies avec 3 chiffres significatifs, comme le grand G avec 6,67 ou la distance avec 4,21, mais il y a aussi des données qui sont fournies avec seulement 2 chiffres significatifs, à savoir les masses, 1,9 et 8,9. Dans un cas comme celui-ci, il convient de donner le résultat avec le même nombre de chiffres significatifs que les données les moins précises de l'énoncé, donc ici les masses. On laissera finalement le résultat avec 2 chiffres significatifs, à savoir le 6 et le 4. Nous pouvons également détailler le calcul, ce qui est toujours utile pour vérifier un résultat, ou bien si on a oublié sa calculatrice scientifique, ce qui peut arriver. Pour cela, on va essayer de regrouper les nombres décimaux à gauche et les puissances de 10 à droite. Étant donné que les puissances de 10, nous allons facilement pouvoir les manipuler grâce aux règles mathématiques. Par exemple, 10 puissance 8 au carré, ça nous donnera 10 puissance 16, puisque 10 puissance a à la puissance b nous donne 10 puissance a fois b. Il ne fallait pas ici oublier de mettre le 4,21 de la distance au carré. Il deviendra lui 17,7, puisque si on multiplie 4,21 par lui-même, cela nous donne 17,7. Nous avons donc clairement séparé nos nombres à gauche et nos puissances de 10 à droite. Nous pouvons procéder à la multiplication de nos nombres du numérateur, ce qui nous donne 112,8, et à la multiplication des puissances de 10 du numérateur, que l'on peut facilement simplifier grâce à la propriété mathématique qui nous dit que 10 puissance a fois 10 puissance b, c'est égal à 10 puissance a plus b. Ainsi, nous avons 10 puissance 27 plus 22 moins 11, qui nous donne 10 à la puissance 38 pour le numérateur. La partie nombre décimaux, elle est déjà terminée, puisque en divisant 112,8 par 17,7, nous trouvons 6,37. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule nous disant que 10 puissance a sur 10 puissance b nous donne 10 puissance a moins b. Et ici, 10 puissance 38 moins 16 nous donne 10 puissance 22. Nous trouvons bien donc une force d'attraction gravitationnelle qui est de 6,4 fois 10 puissance 22, en ne laissant que 2 chiffres significatifs. Notre résultat, il était bien correct. Passons à la question 2 et représentons cette force sur un schéma où nous dessinons les deux astres ainsi qu'une droite qui passe par le milieu de ceux-ci, puisque notre vecteur il devra emprunter cette direction. Attention au point d'application, c'est la force exercée par Jupiter sur Io, donc c'est la force qui va attirer Io vers Jupiter. Le vecteur représentant cette force, il va s'appliquer sur le centre de Io et aller vers Jupiter. De plus, à la question précédente, nous avions calculé cette force et trouvé qu'elle avait une valeur de 6,4 fois 10 puissance 22 newtons. Une très grande force donc. Et si l'on veut la représenter avec une échelle de 1 cm sur le papier, qui représente 10 puissance 22 newtons dans la réalité, il faudrait que notre vecteur il mesure 6,4 cm. Passons à la troisième question, qui est de savoir si Io exerce également une force sur Jupiter. Et d'après le principe des actions réciproques, Io exerce également une force d'attraction sur Jupiter, qui s'appliquera cette fois-ci sur Jupiter, puisque c'est la force qu'exerce Io sur elle, qui aura la même direction, à savoir le vecteur sera sur cette même droite qui passe par le centre des deux astres. Par contre, elle sera dans l'autre sens, elle ira vers la droite, ou en tout cas elle ira vers Io, dans le cas où vous aurez fait votre schéma autrement. Et son intensité, pour répondre à la deuxième partie de la question, ce sera la même que celle exercée par Jupiter sur Io, à savoir 6,4 fois 10 puissance 22 newtons, toujours d'après le principe des actions réciproques. On imagine à présent que l'on peut poser le pied sur Jupiter et on vous demande alors quel serait le poids sur Jupiter. D'ailleurs, qu'est-ce que le poids sur Terre?
Donc notre poids sur Terre, c'est une force qui va nous attirer vers la Terre lorsque l'on se trouve à la surface, ou du moins dans son atmosphère. Et donc le poids sur Jupiter, ce sera une force qui va nous attirer vers Jupiter si on parvient à se trouver à sa surface. Pour la cinquième question, nous souhaitons maintenant savoir quel serait le poids d'un astronaute de masse 150 kg avec sa combinaison qui aurait réussi à s'approcher de Jupiter. Donc pour cela, on pourrait utiliser la relation vue lors du premier exercice qui nous permet de calculer l'intensité de pesanteur sur Jupiter. Puis on applique ensuite la relation P est égal à mg pour pouvoir calculer le poids. Cependant, cette formule que nous avions vue lors du premier exercice, elle n'est cette fois-ci pas donnée dans les données de l'énoncé. Et d'ailleurs, elle n'est pas à retenir en classe de seconde. L'exercice ici vous demande de procéder différemment. D'ailleurs, à la question 4, on vous a fait répondre que le poids d'un astronaute sur Jupiter correspond à la force d'attraction gravitationnelle exercée par Jupiter sur celui-ci. Nous allons donc appliquer la formule permettant de trouver la force d'attraction gravitationnelle. Ici, les masses à multiplier sont celles de Jupiter et de l'astronaute, et la distance qui sépare les deux systèmes n'est autre que le rayon de Jupiter. Attention à bien mettre ce rayon en mètres, étant donné qu'il nous est initialement donné en kilomètres, étant donné que c'est une très grande distance. Et en faisant notre application numérique, si on est à l'aise avec la calculatrice scientifique, nous trouverons 3719 newtons, ce qui correspond donc au poids de l'astronaute sur cette planète. Et si on n'est toujours pas à l'aise avec la calculatrice scientifique, on peut une fois de plus détailler le calcul, en commençant par traiter le dénominateur. Ici, nous avons 7,1492 au carré pour la partie nombre décimal et 10 puissance 7 au carré pour la partie puissance de 10. Autrement dit, nous avons 51,111 fois 10 puissance 14 au dénominateur, puisque 10 puissance 7 à la puissance 2, cela nous donnera 10 puissance 7 fois 2. Ensuite, on peut regrouper les puissances de 10 au numérateur, à savoir 10 puissance moins 11 et 10 puissance 27, que l'on va pouvoir simplifier grâce à la formule mathématique qui nous dit que 10 puissance a fois 10 puissance b est égal à 10 puissance a plus b. Et finalement, nous aurons pour la partie nombre 37,19 et pour la partie puissance de 10, 10 puissance 16 divisé par 10 puissance 14. Autrement dit, 10 puissance 16 moins 14 selon la formule mathématique. Et on retrouve bien ainsi notre valeur de 3719 newtons, que l'on peut également écrire en écriture scientifique en ne laissant que deux chiffres significatifs, soit le 3 et le 7, fois 10 puissance 3 newtons. Sixième question, on veut maintenant savoir le poids de ce même astronaute s'il était sur Terre. Cette fois-ci, l'énoncé nous suggère d'utiliser la relation P est égal à M fois G, puisque le petit g, l'intensité locale de pesanteur pour la Terre, il nous est donné dans l'énoncé. Nous allons donc multiplier ce petit g sur la Terre par la masse de l'astronaute, à savoir 150 kg, pour trouver que le poids de l'astronaute sur Terre est de 1472 newtons. Et enfin, pour la dernière question de l'exercice, on souhaite savoir si la combinaison de l'astronaute, elle serait plus difficile à porter sur la Terre ou sur Jupiter. Eh bien, en vue des calculs précédents, le poids de l'astronaute était d'environ 3700 newtons sur Jupiter contre seulement 1472 sur la Terre. Donc la combinaison serait forcément plus facile à porter sur la Terre, étant donné que la force attirant l'astronaute au sol y est beaucoup moins élevée. Passons au troisième exercice de cette séance où nous étudierons cette fois un satellite artificiel qui se trouve en orbite de la Terre à une certaine altitude h. On souhaite déjà savoir quel est le référentiel adapté à l'étude du mouvement de ce satellite. Donc nous en avons peu parlé lors de ce chapitre sur la modélisation des forces, mais lors du premier chapitre sur les mouvements, nous avons vu 3 référentiels à connaître par cœur en classe de seconde. Et ici, il va falloir prendre comme point de référence pour étudier le mouvement de ce satellite le centre de la Terre. Et un tel référentiel, c'est à retenir, c'est un référentiel dit géocentrique. On souhaite alors savoir quelle serait la trajectoire décrite par le satellite dans ce référentiel. Ici, il faut être rigoureux sur le vocabulaire et bien répondre que la trajectoire décrite par le système est un cercle. Le mouvement, quant à lui, sera circulaire. On souhaite maintenant savoir quelle est la force exercée par la Terre sur ce satellite. Nous avons toutes les données nécessaires pour calculer la force d'attraction gravitationnelle exercée
par la Terre sur ce satellite. Même si la formule ne nous est pas rappelée dans l'énoncé, celle-ci elle est à connaître par cœur en classe de seconde. Donc la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite, F de t sur S, elle est égale à la constante de gravitation universelle, grand G, que l'on multiplie par la masse de la Terre, que l'on multiplie par la masse du satellite, et que l'on divise par la distance séparant les deux systèmes au carré. Et ici, on nous dit que la distance qui sépare le satellite de la surface de la Terre est de 10 fois 10 puissance 3 km. Attention, il faut à cela rajouter le rayon de la Terre, ce que vous verrez aisément si vous faites bien un schéma, puisqu'il faut appliquer cette formule en prenant pour distance un petit d qui sépare le centre des deux systèmes. Ici, la distance petit d, elle sera finalement égale à 6,38 fois 10 puissance 3 pour le rayon de la Terre, plus 10 fois 10 puissance 3 pour la distance qui reste pour arriver jusqu'au centre du satellite. Et attention aussi à ne pas oublier que dans cette formule, la distance, elle doit être convertie en mètres. On ajoute donc 3 dans l'exposant de notre puissance de 10. Cette distance, en écriture scientifique, finalement, elle est de 1,636 fois 10 puissance 7 mètres. Nous avons tout ce qu'il nous faut finalement pour procéder à notre application numérique. N'oublions cependant pas de mettre notre distance au carré. Et nous trouvons finalement, grâce à la calculatrice scientifique, 7,45 fois 10 puissance 2 newton, que l'on laisse ici avec deux chiffres significatifs comme le suggèrent les données de l'énoncé. Je vous épargne cette fois-ci le détail du calcul, mais ceux qui n'ont pas trouvé le bon résultat feraient bien de procéder à la vérification. Pour la question suivante, on nous demande de représenter cette force que nous venons de calculer sur un schéma, où il faut donc faire apparaître la Terre et le satellite. Donc je vous rappelle que la force que nous avions calculée, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. C'est donc celle qui attire le satellite vers la Terre. Sa direction, ça doit être une droite qui passe par le centre des deux systèmes. Son sens, c'est du satellite vers la Terre. Enfin ici, on ne vous demande pas de vous soucier de l'échelle. Mais si on choisissait par exemple une échelle de 1 cm sur notre papier pour représenter une force de 10 puissance 2 newton, alors notre vecteur représentant cette force, il devrait mesurer 7,4 cm environ. Cinquième question, on veut ici calculer la vitesse du satellite, sachant qu'il met 5 heures et 47 minutes pour faire le tour de la Terre. Donc lorsqu'il fait le tour de la Terre, le satellite il décrit un cercle qui a pour rayon 1,64 fois 10 puissance 7 mètres. Étant donné qu'il est situé à 10 fois 10 puissance 3 km de la Terre et que le rayon de la Terre est de 6,38 fois 10 puissance 3 km. Ainsi, au cours d'une rotation, le satellite il va parcourir une distance de 2π fois ce rayon. C'est en effet ainsi qu'on calcule le périmètre d'un cercle, même si cette fois la formule ne vous est pas rappelée dans l'énoncé. Et ce calcul nous donne une distance parcourue par le satellite de 1,03 fois 10 puissance 8 mètres pour faire un tour. Ceci donc en 5 heures et 47 minutes. Finalement, 5 heures, cela représente 5 fois 3600 secondes, puisque dans chaque heure, il y a 3600 secondes. Et si on y ajoute 47 fois 60 secondes pour les 47 minutes, on trouve que le satellite, finalement, il met 20 820 secondes pour faire une rotation. Nous avons donc notre distance parcourue en mètres, durant un temps exprimé en secondes. Nous pouvons donc calculer la vitesse du satellite en mètres par seconde, en divisant simplement la distance par le temps. La vitesse du satellite, elle est finalement de 4,95 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc une très grande vitesse de 4950 mètres toutes les secondes. Ce qui correspond par ailleurs à une vitesse de 17 820 km/h. Ce que nous pouvons retrouver en multipliant le résultat par 3,6 comme nous l'avions fait lors des précédentes séances d'exercice. On souhaite à la dernière question représenter la position du satellite 2 heures après sa position initiale. Donc si le satellite il parcourt 4950 mètres en 1 seconde, comme nous venons de le voir à la question précédente, en 2 heures il aura parcouru 2 fois 3600 fois 4950 mètres, soit 3,56 fois 10 puissance 7 mètres. Et si on divise la distance totale parcourue lors d'une rotation par cette distance, on trouve 0,345. Ce qui signifie que le satellite il aura parcouru 34,5% du cercle, ce qui correspond à environ à un tiers de la trajectoire.
Et comme vous le savez, un cercle correspond à une rotation de 360 degrés. Donc un tiers de rotation, ça correspondra à un déplacement d'un arc de cercle de 120 degrés. On peut donc représenter le satellite après 2 heures à un tiers de sa trajectoire. On le positionne donc à 120 degrés de la première position, en venant placer le centre de notre rapporteur sur le centre de la Terre et le 0 sur la position initiale. Maintenant, vous savez qu'un tiers, c'est plutôt 33,3%. Et que d'ailleurs, 2 heures, ça ne correspond pas à un tiers du temps mis par le satellite pour faire un tour complet. Puisqu'en fait, il met 5h47 minutes et non 6 heures pour compléter sa rotation. Donc en réalité, il faudrait plutôt placer le satellite à un peu plus d'un tiers, et exactement à 124,2 degrés, puisque 34,5% de 360 degrés, cela nous donne 124 degrés. Passons au quatrième exercice avec un exercice donc très classique sur l'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre Saturne et un de ses 34 satellites, en l'occurrence le satellite Titan. Pour la première question, nous souhaitons d'ailleurs calculer la force d'attraction qui s'exerce entre ces deux astres. Commençons par la force d'attraction exercée par Saturne sur son satellite Titan, que l'on notera donc F de S sur T. La formule n'est pas rappelée dans l'énoncé puisqu'elle est à connaître par cœur. Donc la force elle est égale à grand G fois la masse de Saturne fois la masse de Titan divisé par la distance qui sépare les deux astres au carré. Attention à cette distance, elle est une fois de plus donnée en kilomètres dans l'énoncé, nous devons donc la convertir en mètres. 1,2 fois 10 puissance 6 km, cela correspond à 1,2 fois 10 puissance 9 mètres. Nous pouvons donc passer à l'application numérique en n'oubliant pas d'élever notre puissance exprimée en mètres au carré dans la partie dénominateur. Et nous trouvons une force d'attraction de 3,45 fois 10 puissance 21 newton. On laissera le résultat avec 3 chiffres significatifs puisque toutes les données de l'énoncé nous sont fournies avec 3 chiffres significatifs. Concernant maintenant la force d'attraction exercée par Titan sur Saturne, eh bien d'après le principe des actions réciproques ou la troisième loi de Newton, cette force elle aurait un sens contraire mais elle aurait la même direction et surtout la même valeur. Pas besoin de recommencer le calcul, la force d'attraction exercée par Titan sur Saturne, que nous notons alors F de T sur S, vaut elle aussi 3,45 fois 10 puissance 21 newton. Passons à la deuxième question où l'on souhaite que nous donnions les caractéristiques de ces deux forces. Nous avons donc déjà parlé de la direction qui doit être la même pour les deux forces, à savoir une droite qui passe par le centre de Saturne et par le centre de Titan. Le sens sera différent et donc contraire même pour chacune d'elles. Pour la force exercée par Saturne sur Titan, elle ira de Titan vers Saturne, puisque c'est Saturne qui attire Titan. Et pour la force exercée par Titan sur Saturne, elle ira de Saturne vers Titan, puisque c'est Titan qui réciproquement attire Saturne. Quant à la valeur de ces deux forces, qui correspond généralement à la troisième caractéristique, nous l'avons déjà donnée dans la première question. Troisième question, maintenant nous souhaitons représenter ces forces sur un schéma qui nous est donné et préciser l'échelle utilisée. Les deux vecteurs qui vont représenter ces forces doivent s'appliquer au centre des astres et suivre pour direction la droite qui passe par le centre de ces deux derniers. La force exercée par Saturne sur Titan part du centre de Titan et va vers Saturne. Et la force exercée par Titan sur Saturne part du centre de Saturne et va vers Titan. Le vecteur devra avoir la même taille puisque les forces ont la même valeur. D'ailleurs, on pourrait utiliser une échelle qui dit que 1 cm sur le schéma représente 10 puissance 21 newton dans la réalité. Ainsi, nos deux vecteurs ils devraient mesurer environ 3,5 cm. Question suivante, nous souhaitons calculer l'intensité de pesanteur, petit g, à la surface de chacun de ces deux astres. Donc, grâce à la relation que nous avons déjà utilisée lors du premier exercice, et qui nous est rappelé, puisque celle-ci n'est pas à retenir par cœur, petit g est égal à grand G fois la masse de l'astre divisé par son rayon au carré. Attention ici, le rayon doit être exprimé en mètres. Il faudra donc élever au carré 2,58 fois 10 puissance 6 mètres. Ceci est dû au fait que le petit g, l'intensité locale de pesanteur, s'exprime en newton par kilogramme, comme nous l'avions vu avec la relation du poids. Et donc si on fait l'analyse dimensionnelle, sachant que le grand G est donné en newton mètre carré kilogramme moins 2, comme c'est indiqué dans les données de l'énoncé,
nous aurons au final des kilogrammes moins 2 du grand G avec des kilogrammes de la masse de l'astre qui donneront des kilogrammes moins 1. Et finalement, l'intensité locale de pesanteur sera bien en newton par kilogramme. Mais ceci seulement si les mètres carrés du grand G viennent s'annuler avec les mètres carrés du rayon. C'est donc pour cela que le rayon de l'astre doit impérativement être donné en mètres. Nous pouvons donc calculer premièrement l'intensité de pesanteur sur Titan en multipliant le grand G par la masse de Titan, à savoir 1,31 fois 10 puissance 23 kg, et en le divisant par le rayon de Titan en mètres et au carré, donc 2,58 fois 10 puissance 6 au carré. Vous pouvez choisir de rentrer ce calcul sur votre calculatrice scientifique et vous trouverez une intensité de pesanteur de 1,31 newton par kilogramme. N'oubliez pas de donner l'unité à la fin de votre calcul. Il vous est aussi possible de vérifier votre résultat en séparant les nombres des puissances de 10 comme nous avions fait précédemment, puis en simplifiant et en appliquant les formules mathématiques sur les puissances de 10 comme vous pouvez le voir apparaître ici. Et pour l'intensité de pesanteur à la surface de Saturne, on appliquera la même formule avec cette fois la masse de Saturne, à savoir 5,688 fois 10 puissance 26 kg, et son rayon, qui en mètres est de 6,03 fois 10 puissance 7, et qu'il ne faut pas oublier d'élever au carré. Et vous devez trouver que l'intensité de pesanteur sur Saturne vaut 10,4 newtons par kilogramme. La vérification de ce calcul s'affiche également ici pour ceux qui n'auraient pas leur calculatrice scientifique entre les mains ou qui souhaiteraient vérifier le calcul. Pour la question numéro 5, nous allons calculer le poids d'un objet de masse 5 kg à la surface de chacun de ces deux astres. Il va donc falloir appliquer la relation liant le poids à la masse et à l'intensité locale de pesanteur, que nous venons de calculer à la question 4 pour Saturne et pour Titan. Et vous voyez dans l'énoncé que la masse de 5 kg est écrite 5,00. Ceci pour que vous continuez bien de travailler au cours de cet exercice avec 3 chiffres significatifs. Pour le poids de l'objet sur Titan, il est donc de 5,00 fois 1,31, soit 6,55 newtons. Et sur Saturne, le poids de ce même objet sera d'exactement 52 newtons, que l'on peut écrire avec 3 chiffres significatifs comme 52,0 newtons. La pesanteur est donc beaucoup plus importante sur Saturne que sur Titan. Enfin, toujours en appliquant la relation P est égal à M fois G, on souhaite que vous calculiez le poids de cet objet s'il se trouvait à la surface de la Terre, où l'intensité locale de pesanteur est de 9,81 newtons par kilogramme, comme c'est rappelé dans l'énoncé. Et donc sur Terre, le poids de cet objet est de 49,05 newtons, que l'on obtient en multipliant 5 par 9,81, et que l'on arrondit d'ailleurs à 49,1 newtons pour ne garder que 3 chiffres significatifs. Voilà qui conclut notre séance d'exercice sur les interactions gravitationnelles et par la même occasion notre chapitre sur la modélisation des actions qui s'appliquent sur un système.